Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous sommes avec notre invité Neil Kawissin, professeur d'histoire-géographie et de breton, militant de l'UDB et tout nouveau conseiller régional. Il est avec nous en direct. Bonjour Neil Kawissin. Bonjour. Et merci d'être venu jusqu'à nous de fort loin pour être en direct dans la matinale. Alors je disais, tout nouveau conseiller régional, puisque vous étiez deuxième sur la liste écologiste et régionaliste Bretagne d'avenir, portée par Claire Desmarres-Poirier. Donc vous faites partie de cette douzaine de postes, je crois. 12 exactement. Voilà, ouais. 12 exactement de cette liste. Les régionalistes s'implantent dans le paysage, l'UDB entre autres, à travers votre personne. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on mette un peu plus de régions encore dans le conseil régional ? Oui, tout à fait. On en avait été absent pendant 6 ans, suite aux élections régionales de 2015. Et on représente quand même une tendance politique qui participe au débat en Bretagne, qui fait des propositions, on l'a montré. Il était normal que nos électeurs soient représentés, qu'on puisse accéder directement aux informations, aux dossiers, parce que quand on est à l'extérieur, c'est pas évident tous les jours, ne serait-ce que de savoir ce qui se passe. Donc on y est à nouveau. On va porter le débat sur tous les sujets avec cette majorité. Nous, on sera certainement dans l'opposition, mais une opposition constructive. Voilà, j'allais vous poser la question, c'est ma deuxième question. Est-ce que vous serez plutôt dans la majorité ou dans l'opposition ? Vous venez donc de nous répondre, Neil Kawissin. Est-ce que c'est regrettable qu'il n'y ait pas eu une plus grande alliance à gauche avec, justement, Europe Écologie Les Verts et vous, les régionalistes ? C'est vrai que la liste écologiste et fédéraliste sur laquelle on était regroupe déjà 8 partis ou organisations politiques. On aurait pu faire encore plus large au second tour. On avait pensé à une fusion avec la liste de Loïc Chenet-Girard. Ça n'a pas été possible. Les discussions ont commencé très tard. En une nuit, on ne peut pas tout voir sereinement. Et puis, il y avait des divergences qui étaient importantes, qui n'ont pas été levées, donc dont acte. L'objectif n'était pas de faire une fusion à tout prix, c'était de le faire s'il y avait, l'accord minimal nécessaire pour ça, sur la manière de faire, sur les projets, il n'y a pas eu, donc dont acte. Donc on va assumer d'être dans l'opposition, mais on n'a pas une majorité, infréquentable à nos yeux. On va discuter, on aurait pu faire alliance, donc on va être dans une opposition constructive, on fera des propositions toujours sur ce mandat. Voilà, le but ce n'est pas de s'opposer systématiquement, mais de construire. Tout à fait. Alors, construire avec Loïc Chenet-Girard, homme de dialogue, néanmoins, construire une Bretagne, votre vision de la Bretagne est-elle différente à ce point de celle de Loïc Chenet-Girard, par exemple ? Sur certains points, oui. Après, peut-être que ça a été surjoué dans le cadre de la campagne qui était tendue et qui était très particulière, où on ne se parlait pas beaucoup à cause du Covid, mais il y a des points qu'on fait débat et même polémique, donc c'est des désaccords qu'il faut prendre comme tels. Le statut de résident qu'on a proposé, parce qu'on veut une Bretagne qui permette de loger tous ses habitants correctement. Ça, c'était considéré comme une ligne rouge par Loïc Chenet-Girard, qui, lui, voit un signe de fermeture. Donc là, c'est une divergence sur ce qu'on entend par ouverture ou fermeture, parce que pour nous, des communes avec 50-60% de volets clos l'hiver, c'est pas un signe d'ouverture, au contraire. Et les gens qui arrivent en Bretagne auraient intérêt au statut de résident, parce qu'aujourd'hui, même après un an de vie sur place, ils n'accèdent pas au logement, en tout cas très difficilement, que ce soit pour la location ou l'achat. Donc ce statut permettrait aussi de faciliter les installations des gens qui voudraient vraiment vivre sur place et qui seraient prêts d'abord à y vivre un an avant d'acheter, ce qui n'est pas énorme quand on veut vivre quelque part. Donc là, on a une divergence, par exemple, et on va avoir 6 ans pour en débattre plus avant, ce dont je me réjouis. Il y en a d'autres. Notre liste a fait campagne pour reconquête ferroviaire, c'est-à-dire investir à peu près autant dans les liaisons du quotidien, les liaisons intérieures à la Bretagne, que ce qu'on a mis dans LGV, des centaines de millions, parce que c'est essentiel si on veut offrir des alternatives à la voiture pour certains trajets, parce que c'est des liaisons du quotidien. C'est pas les mêmes gens qui les prennent non plus. La LGV, c'est quand même beaucoup plus à cause du prix des cadres qui le prennent. Les TER, ça s'adresse plus à tout le monde. Donc nous, on voulait vraiment mettre le paquet pour ouvrir des lignes. On n'a pas eu un non franc et massif en face, mais on n'a pas eu d'enthousiasme non plus. On sent bien que l'idée de mettre autant que sur la LGV, c'était pas gagné pour eux. Donc
Alors, on perd pas espoir, on va continuer à le proposer pendant le mandat, on essaiera de faire rouvrir ou maintenir tout ce qu'on peut rouvrir ou maintenir ou améliorer. Mais là, il y avait une divergence. Moi, j'ai entendu pendant la campagne Gérard Lahellec, qui est l'ancien vice-président au transport, dire le désenclavement du centre-Bretagne sera routier ou ne sera pas. C'est dommage de dire qu'il ne sera que routier. Je pense que c'est une erreur. Donc ça aussi, là-dessus aussi, on va discuter. Voilà, la fameuse N164 qui n'est pas achevée. Mais concernant le ferroviaire, on fait un petit clin d'œil. Hier, un autorail a circulé sur la portion sud entre Pontivy et Lambel-Camor, je crois. Donc voilà, c'est peut-être signe d'espoir. Signe d'espoir, voilà, pour la réouverture de cette ligne transversale. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil ferroviaire. Et il y a aussi l'environnement. On en a beaucoup parlé dans cette campagne électorale, campagne particulière, vous l'avez souligné, Neil Kawissin. L'environnement, bien ça peut être aussi l'utilisation d'énergie comme l'hydrogène pour faire rouler des trains. Est-ce que là-dessus, vous avez là aussi des idées, des envies? Oui, alors moi je suis pas technicien, je suis pas capable de dire il faut de l'hydrogène ou il faut de l'électrique. Je pense que moi il faut tester les deux. Puis l'hydrogène c'est un vecteur de stockage et de transport d'énergie, mais c'est pas la source. Donc il faut voir comment on produit l'hydrogène. Voilà, ça demande beaucoup d'électricité. Tout de même, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est une option qui est sur la table et effectivement, si on rouvre des lignes, ça peut être l'occasion d'expérimenter des choses. C'est vrai que si on rouvre par exemple la ligne Auray-Saint-Brieuc comme on le souhaite, c'est des investissements conséquents. Peut-être qu'on pourrait faire une ouverture entre guillemets soft, c'est-à-dire avec une remise en état, mais pas d'électrification dans un premier temps pour tester des rails à hydrogène et voir comment ça fonctionne. Pourquoi pas? Moi, pour moi, c'est sur la table. C'est voilà, une éventualité. C'est une option, c'est ouvert en tout cas. Alors, il y a eu aussi ce débat autour, justement, ça nous amène à l'énergie, de l'énergie en Bretagne. On en parle un petit peu tous les hivers. Alors là, on a encore un petit peu le temps, mais on en parle tous les hivers avec ce risque de blackout et le fait que nous n'ayons pas de centrale nucléaire en Bretagne. On va pas refaire Plogoff, mais voilà, on n'a pas de production, de site de production propre. Alors il y a les éoliennes, mais ça fait débat, ça crée polémique, en particulier en baie de Saint-Brieuc. Oui, alors on est très favorable dans l'Île Bretagne d'avenir au développement de l'éolien et des parcs offshore parce que on voit bien que ça va être essentiel si on veut construire l'autonomie énergétique de la Bretagne, parce que c'est trop facile de dire qu'on veut pas de nuisances chez nous, mais qu'on importe l'électricité nucléaire et que c'est les autres qui prennent les déchets nucléaires et compagnie. Donc ça, à un moment, faut être cohérent. Par contre, sur le sujet du parc de Saint-Brieuc, il faut reconnaître qu'il y a des ratés. C'est un parc qui était soutenu par les pêcheurs au départ, qui ne l'est plus maintenant. Ce qu'on entend, c'est que la concertation s'est étiolée. Et ce qu'on voit, c'est que manifestement, toutes les études n'ont pas été faites suffisamment pour que les travaux se passent bien, parce qu'on a quand même eu une pollution des échecs de forage. Ça n'aurait pas dû arriver. Après une dizaine d'années de discussion, ils auraient dû savoir ce qu'ils faisaient, mais manifestement non. Donc ça plaide pour plus de dialogue encore dans l'élaboration des parcs éoliens. Peut-être aussi pour que la région puisse y mettre son nez de manière plus forte, parce qu'à partir du moment où l'État a pris la main, ça s'est décidé entre l'État et Iberdrola. Les acteurs du territoire ont plus de pouvoir dessus, et moi je suis pour l'autonomie, donc j'aimerais que la région puisse négocier les projets directement. Elle serait peut-être plus attentive aux besoins des acteurs du territoire. Elle pourrait peut-être faire ce lien qui manque, ce base valente qui a manqué entre les pêcheurs et l'entreprise, pour que ce genre de conflit et d'accident ait moins de chances de se produire. Ça me semble essentiel pour le développement des parcs futurs. Alors, Neil Kawissin, vous avez lâché le mot autonomie. Alors ça faisait peur il y a encore une dizaine d'années, quand on disait autonomiste breton, on imaginait plein de choses. Aujourd'hui, j'ai un autonomiste breton devant moi, tout se passe bien. Neil Kawissin, l'autonomie, on pourrait l'imaginer comment pour la Bretagne? Alors l'autonomie, c'est d'abord le fait de pouvoir prendre des décisions localement, et il n'y a pas de raison que ça fasse peur, parce qu'il y a énormément de pays qui fonctionnent comme ça. L'Allemagne fonctionne comme ça, la Grande-Bretagne plus ou moins, ça dépend. L'Écosse et le Pays de Galles sont autonomes. L'Espagne aussi, alors c'est plus conflictuel, mais en Espagne il y a l'héritage du franquisme, donc ça perturbe un petit peu, mais il y a des tas d'États idéologiques finalement encore. Oui, mais il y a des États fédéraux qui fonctionnent très bien, sans conflit, avec même moins de conflits territoriaux qu'en France. La manière dont ça peut s'organiser, c'est qu'il y a un partage du pouvoir. Le mot-clé de l'autonomie, contrairement au souverainisme, l'autonomie, c'est dès qu'il y a un partage.
Et en l'occurrence, un partage du pouvoir législatif entre l'État central ou l'État fédéral, tel que ça le deviendrait, et les régions, comme les Länder avec l'État allemand. Donc il y aurait des domaines qui seraient réservés à l'État ou à l'Union européenne, d'autres qui seraient réservés aux régions, d'autres qui seraient partagés. On aurait le pouvoir de faire des lois dans certains domaines. On aurait un budget beaucoup plus important aussi. Et ça veut dire qu'au moment des élections régionales, on aurait un débat beaucoup plus important, beaucoup plus mobilisateur, et je pense qu'on ne serait pas à 30% de participation. Avec double élection, hein, on l'a vu cette fois-ci, régionale et départementale. Est-ce que ça a faussé un peu le jeu Ah oui, ça a complètement faussé le jeu. Les gens ne comprennent pas. Quand je dis les gens, tout le monde, hein, hors des militants politiques, personne ne comprend ça. Je l'ai vu pendant cette campagne, pour plusieurs raisons. D'abord, le mode de scrutin n'est pas le même, et donc 2 modes de scrutin différents. Le même jour, c'est compliqué, pour 2 collectivités différentes, avec des alliances qui ne sont pas les mêmes entre les partis politiques, ce qui est complètement illisible, je l'ai vu. C'est normal, hein, si j'étais simple électeur, je comprendrais pas non plus. Et aussi avec un découpage des responsabilités entre ces 2 collectivités qui est pas toujours compréhensible. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'il est incompréhensible, c'est que il n'est pas foncièrement logique. Qu'on ait les départements qui s'occupent des collèges et les régions des lycées, qu'on ait les départements qui s'occupent de l'aide sociale, les régions de la formation et des aides économiques, on ne voit pas la logique de ce découpage. Bon, il existe, hein, mais en Corse, où tout ça a été regroupé, régions et départements, on a une collectivité unique, on a eu beaucoup plus de participation. Les régionalistes d'ailleurs ont gagné les suffrages en Corse, hein, on a pu le voir. Justement, l'Assemblée de Bretagne, hein, on a entendu beaucoup de responsables politiques, hein, qui sont succédés à ce micro dire voilà, il faudrait une Assemblée de Bretagne. Vous y êtes favorable ? Oui, on y est favorable. On y est favorable pour simplifier la vie politique, parce qu'effectivement, cette double élection régionale départementale, ça marche pas. On y est favorable aussi parce que c'est une première étape pour gagner du pouvoir en Bretagne et aller vers l'autonomie. Donc nous, c'est quelque chose qu'on défend, qu'on avait mis dans notre programme, avec une nuance ou une réserve, en tout cas une précision, c'est qu'il ne faut pas que cette Assemblée de Bretagne soit l'occasion, le prétexte de concentrer tous les pouvoirs à Rennes. Alors, je le dis parce que c'est un contre-argument qu'on donne, à juste titre. Il ne faut pas reproduire le centralisme français en Bretagne, et si on fait l'Assemblée de Bretagne, il faut qu'elle soit appuyée sur les pays. C'est-à-dire que les compétences et moyens des départements, il faudra les partager entre la nouvelle Assemblée, une nouvelle collectivité unique et les pays qu'il faut faire monter en puissance. Excusez-moi. Mais je vous en prie, on est en direct, ça arrive, le petit chat dans la gorge. Voilà, je vous laisse le temps de reprendre votre respiration, Neil Kawissin. Donc, cette assemblée, effectivement, qui serait un petit peu répartie, je ne sais pas si on peut employer le terme, par exemple, selon ses compétences. On peut imaginer les compétences maritimes plus à Brest, les compétences, je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais de l'agriculture plus en Centre-Bretagne, ou de la culture, voilà. On peut imaginer cette assemblée-là. Est-ce que ce serait facile à gérer néanmoins ? Alors, ce serait possible à gérer, hein, parce que maintenant, de toute manière, les communications entre les services et l'administration sont très dématérialisées. Je vois dans l'éducation nationale, même quand on est dans le même bâtiment, on s'envoie des mails. Donc bon, ça... C'est pas ingérable. Il faudrait discuter par contre avec les agents pour que ça se fasse proprement, que ça se fasse bien, qu'il n'y ait pas de traumatisme. Donc ça prendrait du temps, c'est sûr. Cet aspect-là humain prendrait du temps, c'est normal. Il faudrait pas le brusquer. Mais c'est possible de répartir sur différents sites les services. C'est possible aussi qu'on n'ait pas forcément le siège de l'Assemblée et la présidence dans la même ville pour matérialiser ce partage du pouvoir à l'échelle régionale. Donc j'ai pas un plan idéal à proposer là, et il faut le discuter, mais symboliquement ce serait important, et puis pratiquement aussi, parce que avoir une répartition des emplois, ça génère une répartition économique, une répartition du pouvoir aussi. Ça génère une répartition économique. Ouais. Alors, les territoires, hein, ça nous amène aux territoires. On a beaucoup parlé aussi. Ça va être aussi un des enjeux, hein, de ces 6 prochaines années pour la Bretagne. Les territoires, on a vu, en tout cas, il y a eu ce ressenti de déséquilibre. Et puis, il y a le territoire breton. Il est ce qu'il est aujourd'hui. 4 départements. Bretagne administrative, hein, je le précise bien. Mais la Bretagne historique n'a pas refait surface. On n'a pas vu encore le retour de Nantes en Bretagne. Est-ce que là aussi, il va falloir travailler plus rapidement pour que ce retour se fasse ? Oui, alors malheureusement, hein, c'est l'État qui a le verrou là-dessus. Donc il y a un travail de mobilisation permanente à maintenir.
la région pourrait faire mieux que ce qu'elle a fait jusque-là. D'abord, elle pourrait être plus cohérente parce que dans ses documents, dans sa communication, dans ses politiques publiques, elle n'a pas toujours assez pris en compte la Loire-Atlantique. Je sais que pour la politique touristique, ça s'est fait très récemment, juste avant les élections. Enfin, la politique touristique, pardon, a inclus la Loire-Atlantique. La politique linguistique doit le faire aussi. Là, pour le coup, c'est le cas. Les cartes, les données de la région sont très souvent à 4 départements, c'est rarissime qu'on les ait à 5, il faut prendre l'habitude, s'acculturer pour régulièrement les publier, pour que ce soit déjà une réalité vécue, avant de gagner effectivement la réunification institutionnelle. Alors vous avez prononcé un autre mot, la politique linguistique. Alors la Bretagne a fait beaucoup depuis ces dernières années et déjà depuis un moment pour les langues de Bretagne. Alors je dis les langues, on va pas faire une concurrence entre le breton et le gallo, c'est pas du tout le principe ici. D'ailleurs à la radio on parle les 2 langues, même les 3 langues avec le français. Mais on a vu que la région a fait beaucoup d'efforts pour la promotion du breton, pour également faire en sorte que le breton entre dans l'espace public. Le gallo aussi, même s'il y a peut-être un petit retard et puis voilà des spécificités géographiques. Est-ce qu'il va falloir là aussi avoir une politique linguistique, j'allais presque dire décomplexée, pardonnez-moi le terme? Alors oui, bien sûr, décomplexé. Nous, on n'est pas du tout complexé avec ça. En tout cas, je parlais d'un point de vue politique. D'un point de vue politique, en tout cas, il faut une plus forte affirmation parce que jusque-là, c'était quand même assez sectoriel, c'est-à-dire qu'il y avait une politique de soutien qui était tout à fait honorable d'ailleurs. Je pense qu'il faut qu'elle devienne plus transversale. Et qu'on l'affirme dans tous les domaines, de faire rentrer la diversité linguistique dans le fonctionnement du conseil régional, dans les sessions par exemple. Au Pays de Galles, on peut parler en gallois dans le Sénat, et il y a des casques qui permettent une traduction simultanée, et le président répond aux gens dans la langue qu'ils ont été proposé la question, parce qu'ils parlent les 2 langues, mais s'il ne parlait qu'anglais, il répondrait qu'en anglais. Et ce serait possible de le faire au conseil régional de Bretagne, d'avoir une traduction simultanée pour le breton et pour le gallo aussi d'ailleurs. Donc on pourrait très bien avoir des sessions multilingues, ce serait un très beau symbole pour commencer. Et on a aussi l'aspect budgétaire, donc là on espère qu'il y aura une progression du budget sur les années qui viennent. Pour le breton et pour le gallo, notre liste avait proposé un doublement pour le breton et un quadruplement pour le gallo, parce que ça partait de beaucoup plus bas, avec énormément de choses, évidemment de précision ensuite dans le programme sur ce qu'il fallait financer, les formations pour adultes, le soutien aux médias, le soutien à la création en breton et en gallo. Et effectivement, même s'il y a beaucoup de choses qui sont du ressort de la loi, la région peut monter d'un cran. Et on espère qu'elle va le faire dans les années qui viennent. On a bon espoir que ce soit le cas. Alors on a vu la loi Molac, on l'a évoqué très souvent ici au micro ces derniers temps, cette loi Molac qui a été amendée par le Conseil constitutionnel. Est-ce que pour vous ça a été, alors sinon une déception, une colère? Ah oui, très forte, parce que cette loi était historique, c'était... je ne sais plus quel journal avait parlé de réconciliation entre la République et les langues minoritaires, et c'était vraiment ça, puisqu'on avait une loi qui allait aussi loin qu'il était possible d'aller sans changer la Constitution. C'était très bien, on avait la reconnaissance de l'enseignement immersif tel qu'il se pratiquait et la possibilité de l'expérimenter dans les écoles publiques. Très important. On avait une sécurisation du financement, et donc voir tout ça mis par terre, c'est vraiment une insulte pour nous. Et ça veut dire qu'il n'y a que le rapport de force qui va compter. Ça veut dire que il va falloir se battre systématiquement sur tous les fronts. Voilà, se battre pour les langues de Bretagne et les langues minoritaires plus largement. Alors il y a aussi en Bretagne un grand dossier qui vous attend au Conseil régional, c'est l'environnement. Alors on a évoqué un petit peu les questions de transport tout à l'heure et également les questions d'énergie, mais il y a l'environnement. La Bretagne, c'est une terre d'agriculture avec aussi toute une industrie autour, la fameuse industrie agroalimentaire. Alors bien souvent pointée du doigt, on a vu des études assez récentes qui ont pointé du doigt ces quelques dérives de cette industrie agroalimentaire. Et puis il y a des phénomènes comme les algues vertes aujourd'hui. Voilà, un dossier, j'allais presque dire explosif sur la table. Alors comment vous allez vous situer, vous qui êtes dans une liste écologiste, comment vous allez vous situer? Est-ce qu'il va falloir aller au front, si j'ose dire? Oui, on va se situer pour la transformation du modèle, vraiment une transformation profonde. Et
autant que possible rapide, parce que c'est une urgence, vraiment, cette question-là. Après, il est bien clair que l'objectif, c'est pas de casser de l'emploi. Donc il faut travailler sur C'est un petit peu ce qui est objecté. Hein. On dit, voilà, si demain les Verts arrivent en Bretagne, on va avoir une rupture et voilà, c'est la fin d'un système. Mais ce modèle, il détruit de l'emploi. Regardez, que ce soit les emplois d'agriculteurs ou les emplois dans l'industrie agroalimentaire, on a un vrai déclin. Donc continuer avec ce modèle-là, c'est pas progresser sur le point de vue de l'emploi. Et quand on voit la concurrence que peuvent nous faire sur les produits à bas coût des pays comme le Brésil, on voit bien que l'avenir pour préserver l'emploi en Bretagne, c'est pas de faire du quantitatif pas cher et de qualité basse. Et quand je dis qualité basse, c'est absolument pas une critique contre les gens qui travaillent, c'est le modèle dans son ensemble. Donc ce modèle, il faut le transformer pour préserver l'emploi. Il faut reconvertir, il faut faire des formations. Donc c'est bien sûr pas évident. Mais croire qu'on va préserver l'emploi en gardant ce modèle, à mon avis, c'est faire une erreur stratégique. Alors Loïc Chenet-Girard disait dans sa campagne un petit peu en marge que la Bretagne pouvait être un laboratoire d'expérimentation pour beaucoup de domaines, beaucoup de choses, que ce soit dans la technologie ou autre. Est-ce que là aussi ça peut peut-être être le sujet d'un domaine d'expérimentation, cette mutation de l'agriculture bretonne ? Oh oui, bien entendu, parce que on a quand même une spécificité avec une surproduction en Bretagne, enfin en tout cas une production très tournée vers l'exportation, mais si on prend le rapport entre la quantité produite et ce que peut absorber notre sol et nos eaux, on est très clairement sur un déséquilibre. Donc on a une situation qui est assez incomparable pour le reste de la France, et on a besoin de mesures spécifiques pour accompagner cette transition. Du pilotage de fonds budgétaires au plus près du terrain, pourquoi pas des mesures réglementaires aussi. Ça pourrait être intéressant que le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, pardon pour l'acronyme, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, que le SRADET puisse avoir un volet agricole plus important, parce qu'actuellement il part d'agriculture, mais les possibilités réglementaires en fait sont assez minces. On a par exemple dans le SRADET, dernière mouture, l'idée d'expérimenter des zones sans pesticides. En réalité, le SRADET ne peut pas décider de ça, c'est une piste. Donc ce serait bien qu'on gagne quelques marges de manœuvre là-dessus, effectivement. Voilà, avoir une politique plus volontariste et la possibilité de la mettre en œuvre. Alors on sait, quand on parle d'agriculture, d'agroalimentaire et d'environnement, généralement c'est assez, permettez-moi le terme, explosif et clivant. Oui. Est-ce qu'il va falloir reposer, j'avais posé la question à différents candidats et candidates qui se sont succédés à ce micro, voilà, je vous demande votre éclairage, Neil Kawissin, est-ce qu'il faut poser des ponts, des passerelles, essayer de dialoguer, on sait que c'est difficile de dialoguer dans le monde agricole entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre certains modèles. Est-ce qu'il va falloir reposer des ponts et désamorcer un peu, allez, on va dire, cette situation? Bon, il faut toujours dialoguer, évidemment, parce qu'on ne changera pas le modèle sans les gens qui travaillent dans l'exploitation agricole ou dans les usines, évidemment. Donc oui, il faut toujours le faire. Et d'ailleurs, quand on discute, comment dire, hors des projecteurs, la discussion n'a pas la même tonalité qu'en campagne électorale. Parce que le monde agricole et agroalimentaire est conscient des vulnérabilités et conscient des limites. Alors quand le débat se polarise, se politise, évidemment il y a des réflexes de défense qui se mettent en place, mais je pense que tout le monde est conscient qu'il faut évoluer et qu'il faut le faire ensemble. Alors, il nous reste une petite minute, je me tourne vers notre réalisateur. 2 minutes, me dit-il. Qu'est-ce que c'est être régionaliste aujourd'hui? Voilà, la question est vaste, mais qu'est-ce que c'est être régionaliste aujourd'hui en Bretagne? Là encore, hein, si on se resitue par rapport à l'histoire, il y a quelques années encore, être régionaliste, c'était presque un gros mot. Alors, petite précision sémantique, je m'en formalise pas, mais on utilise plus fédéraliste maintenant que régionaliste, parce que beaucoup de gens peuvent se dire régionalistes et peut y avoir une ambiguïté. Ça peut être simplement vouloir défendre les intérêts de sa région. Ou fédéraliste, c'est très clair, c'est qu'on veut un modèle fédéral, donc une autonomie régionale. Donc on utilise plutôt ce terme-là, mais bon, on va pas faire une querelle de dictionnaire. Aujourd'hui, être sur cette posture politique-là, c'est vouloir gagner du pouvoir en Bretagne, dans tous les domaines. Tous, certains sont plus ou moins urgents, mais en gagner vis-à-vis de l'État pour pouvoir légiférer ensemble, avoir des vrais budgets, pour pouvoir finalement construire une vraie démocratie régionale qui aujourd'hui n'existe pas vraiment parce que les leviers qu'on a sont trop limités.
On a entendu, et ce sera ma dernière question, Neil Kawissin, des voix qui s'élèvent contre ce fédéralisme en disant oui, mais ça va mettre les régions en concurrence, on ne part pas tous sur le même pied d'égalité. Qu'est-ce que vous pourriez répondre? Alors malheureusement, la concurrence, elle existe. Hein. Les régions, les territoires sont en concurrence féroce, à l'échelle planétaire comme à l'échelle de la France. Il n'y a pas de solidarité malheureusement entre régions là-dessus. Hein. Quand une région peut attirer l'entreprise neutre, elle le fait. Donc ça, c'est un vrai problème d'ailleurs. C'est l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est comme ça. Et donc c'est pas du tout plus vrai dans les pays fédéraux que dans les pays non fédéraux. Et je pense au contraire que l'échelon régional pourrait permettre au moins de réduire la concurrence à l'intérieur des régions. Ensuite, entre régions, c'est encore une autre question. Mais on voit bien aujourd'hui que, par exemple, entre communes ou interco, on se tire beaucoup la bourre pour attirer des entreprises ou des gens, et ça entraîne des vrais gaspillages. Par exemple, un gaspillage de foncier. On a tendance encore, dans les PLU, dans les PLUI, les plans d'urbanisme, hein, pour faire tout ça. à fait, dans les plans d'urbanisme, merci, à artificialiser ou à réserver trop de terre pour le bétonnage, parce qu'on se dit qu'il faut pouvoir accueillir le plus possible par rapport aux voisins, que si les voisins proposent plus de place, ils attireront plus. Donc là, il y a besoin d'une régulation qui pourrait se faire au niveau régional avec plus de pouvoir justement. Et pour justement amener toutes ces collectivités à plus travailler ensemble. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Neil Kawissin, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire, géographie et de breton militant de l'UDB, fédéraliste donc, hein, je reprends le terme. Et tout nouveau conseiller régional, vous rentrez dans l'hémicycle après-demain, je crois. Après-demain, exactement. Voilà, vous avez préparé votre petit cartable et tout, c'est la rentrée. Ouais, c'est en cours, ouais. Merci infiniment, Neil Kawissin, puis on va vous laisser prendre un petit café pour éclaircir votre gorge. Merci. Très belle journée à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.